cette épidémie de Covid, cette pandémie de Covid a été révélateur de beaucoup de choses, je pense. La première chose, c'est qu'on ne peut pas travailler tout seul. On ne peut pas travailler tout seul quand on est un expert d'un seul domaine et que si on veut lutter contre les inégalités sociales de santé, Covid inclus, mais pas seulement, on est obligé de travailler ensemble avec plusieurs expertises, des expertises de terrain, des expertises associatives, des patients experts, des chercheurs en sciences sociales et humaines, des chercheurs en épidémiologie, etc. Donc ça, c'est le premier révélateur. Si on n'est pas ensemble, on ne peut pas y arriver. Le deuxième révélateur, on va en discuter là maintenant, c'est en fait la pandémie de Covid n'a été que révélateur des inégalités sociales de santé qui étaient préexistantes. Et on l'a vu sur différents domaines, donc je laisserai la parole après à mes collègues, mais moi je l'ai vu côté données. Sur les données, bien sûr, en épidémiologie, on a bien vu très nettement que les quartiers les plus populaires, les plus défavorisés, étaient les plus touchés par l'épidémie. C'est là où on avait le plus de personnes qui étaient hospitalisées, c'est là où on avait le plus de personnes qui étaient en réanimation. Et donc on l'a vu pour l'épidémie, et on le verra pour la suite de l'épidémie, les inégalités sociales de santé vont être creusées, aggravées par la pandémie de Covid. Merci. Donc, moi, du terrain, dans ma pratique à l'hôpital, il est clair que effectivement, les hôpitaux ont été très fortement impactés, mais de la même manière que dans l'observation des données, finalement, sur le thème des inégalités sociales de santé, comme il était rappelé tout à l'heure, avec déjà 9 ans d'écart d'espérance de vie, finalement, le Covid n'a été que l'écume au-dessus de la vague. La vague, elle ne fait pas la hauteur de l'écume, elle fait la hauteur de la vague. Et les inégalités sociales de santé, si elles se creusent à partir du début de la vie, et elles se creusent et elles sont cumulatives. Et pour ça, ce que je pense, je me suis quand même pas mal posé la question sur ce que je pouvais apporter au débat. Et j'ai vu que le Haut Conseil de santé publique avait sorti une série de recommandations sur comment réduire les inégalités sociales de santé dans le contexte de la crise sanitaire. C'est extrêmement intéressant et je pense que à l'échelle de la ville, c'est un outil qui peut être utilisé, par exemple, pour décliner les actions pour tenter de réduire au mieux, au plus vite, les inégalités sociales de santé. En particulier, Marseille sait déjà faire beaucoup de choses. Il y a déjà beaucoup d'actions qui sont déployées, mais il y a encore beaucoup d'améliorations possibles sur la coordination, sur l'extension, sur la circulation de toutes ces actions et de toutes les informations entre ces actions. Je vais peut-être... Merci, Rémi. Tout comme Rémi, moi je me posais la question de qu'est-ce que je pouvais bien dire sur ce sujet, et quand on a échangé là, tous les trois, désolé Yazid, on t'a retrouvé juste après, on s'est rendu compte qu'on avait un peu tous la même idée et le même propos. Donc moi, pour vous situer d'où je vous parle, donc je suis coordinateur du réseau ASAP, donc c'est le réseau d'accès aux soins pour les personnes sans abri. Donc si je suis là au titre du secteur du collège médico-social, moi je travaille sur la santé grande précarité. Du coup, pour redire ce qui a déjà été dit, ce qu'on a pu voir pendant la crise Covid, c'est qu'il y a eu un impact sur les inégalités sociales de santé, mais finalement, en fait, c'est pas tant l'impact qui est important, que cette crise n'a pas tant été un facteur aggravant de ces inégalités sociales qu'un révélateur. Un révélateur majeur en fait des inégalités sociales préexistantes, aussi bien dans la gestion de la crise que dans la gestion des modalités de cette gestion de crise. C'est-à-dire que un des principaux impacts qu'on a vu dès le début, c'est l'impact du confinement sur les populations les plus précaires, et qui a été un impact majeur par rapport au reste de la population, même si tout le monde a été fortement impacté. Et du coup, en fait, ce qu'on a pu voir, c'est ce qu'il a fallu faire en fait pour prendre en compte ces inégalités sociales de santé qui jusqu'ici étaient, si ce n'est ignorées, ou au moins étaient un petit peu invisibilisées, et qui là, du fait de cette crise, ne pouvaient plus être contournées. Et il a fallu agir parce qu'on était dans un moment historique où l'action s'imposait. Et donc pour les populations les plus précarisées, il a fallu agir d'abord sur les questions d'accès aux besoins primaires,
qui sont des inégalités sociales de santé majeures, à savoir agir sur l'hébergement, sur l'alimentation, sur l'accès à l'hygiène. Et ça a été un impact très fort, très rapide, dès les premiers jours du premier confinement. Après, ce qui est intéressant dans cette crise, pour essayer de la tourner sur un versant un peu positif, c'est que justement, en agissant comme un révélateur de ces inégalités, ça les rend incontournables et ça oblige à une action. Et là-dessus, l'action s'impose et est demandée pour l'ensemble de la population. Et en empêchant d'ignorer une partie de cette population, parce que le virus circule de partout et que si on veut arriver à contrôler l'épidémie, il faut s'occuper de toutes les populations. Et du coup, si on prend l'exemple de certaines actions qui ont pu être menées sur le dépistage ou aujourd'hui encore sur les questions de vaccination, les inégalités sociales de santé doivent être prises en compte pour penser les modalités d'accès à la vaccination. Et donc, ça oblige à développer des modalités particulières, des actions d'aller vers, des modalités d'accès sans rendez-vous, d'ouvrir des centres à proximité, etc., etc. Et donc ça, c'est en fait une manière de penser une action de santé publique généralisée qui est la campagne de vaccination, mais en la développant sous des modalités particulières qui tiennent compte de ces inégalités parce qu'on ne peut plus les ignorer aujourd'hui. Alors concernant en fait les inégalités sociales de santé, je vais revenir un tout petit peu en 2012, mais très rapidement. En 2012, il y a eu une manifestation dans le cadre d'un collectif qui s'appelle le collectif du 1er juin, où les habitants des quartiers populaires sont descendus dans le centre-ville pour manifester et pour dire non, notamment aux violences, et pour glaner toute une série de thématiques dans la santé. Et parmi les demandes qui avaient été faites, c'était qu'il y ait une meilleure répartition de la santé dans Marseille. On s'est rendu compte, malheureusement, nous, acteurs et habitants de ces secteurs-là, qu'il est plus difficile de se faire prendre en charge en étant habitant des quartiers nord, notamment à la Castellane ou dans d'autres secteurs, la Bricarde, et qu'effectivement, ce qui manque dans un premier temps, c'est une véritable santé publique et un véritable accès à des médecins généralistes. Quand vous avez des habitants qui vont à partir de 6h30 pour attendre un médecin généraliste et qui attendent jusqu'à peu près 9h, 9h30 pour avoir un simple renouvellement de prescription, on se rend compte que dès le départ, il y a une inégalité. Et je reviens sur la période de premier confinement. Sur le premier confinement, on a été alerté par les réanimations de l'hôpital Nord, la réanimation de l'hôpital européen et celle de la Timone qui nous ont alertés sur une recrudescence durant la semaine du 15 au 20 mars, sur une recrudescence de patients qui étaient issus du 13e arrondissement et des patients qui venaient de la maison régionale de santé de Malpasset. Sur les 200 personnes que nous avions testées, nous avions à peu près 74 qui étaient en unité Covid+, une dizaine qui étaient en réanimation et 3 décès. Ce qui nous a poussé immédiatement à nous mettre en marche de manière bénévole avec toute une série d'acteurs qui sont issus de ce terrain. On n'invente rien, Marseille est quand même doté de tissu associatif qui fera envier d'autres villes. Et donc ce qu'on a fait tout simplement avec l'association 7, c'est qu'on s'est implanté sur ce tissu associatif. Je cite Réseau 13 qui est présent ici, mais d'autres réseaux aussi qui sont dans ce secteur. Et on a vu des situations de vie qui sont extraordinaires et qui sont dramatiques. Une personne, je vais citer que celle qui m'a interpellé, une personne qui a dormi pendant 1 mois dans le balcon pour éviter de contaminer sa famille à fond vert. Une autre situation où une autre famille a dormi dans un véhicule, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas accès à l'information et ils n'avaient pas accès aussi au mode de contamination. Ils ne connaissaient pas. La réalité dans nos secteurs, c'est que les gens n'ont pas accès à une information. Et lorsqu'on s'est rendu compte, au travers des missions qui nous ont été données par l'ARS, et lorsqu'on a été dans de l'Aller Vert, on s'est rendu compte que les gens, jusqu'à présent, hier j'étais dans une formation avec des jeunes, dans le CFA, ne savaient pas comment on se contaminait. Donc la réalité, elle est là. Les gens ne regardent pas, et heureusement pour certains, les chaînes d'infos, ne regardent pas les débats, ils sont dans une toute autre réalité. Leur priorité, c'est de manger. Et ça a été le cas. Et lorsque vous discutez avec eux, vous dites, écoutez, mourir de faim ou mourir du Covid, mon choix est vite fait, je préfère mourir de faim. Et donc, ce que nous faisions dès le départ, c'est une prise en charge globale. Prendre en charge les symptômes sans prendre en charge l'environnement, l'impact, les difficultés qu'ont les habitants à se confiner. Très simplement, lorsque vous aviez une personne qui était touchée, on a eu le cas d'une famille migrante au Flamand, ils vivaient à 13 dans un T2. Comment voulez-vous qu'une personne
puissent se confiner raisonnablement. Et en plus, vous rajoutez le problème qu'il y a eu, notamment aux Flamands, le drame qu'il y a eu. Ils ne voulaient pas quitter leur appartement de peur de perdre leur squat. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec les collègues, et je rebondis sur ce que vous disiez, M. Godard, seul, on ne peut strictement rien faire. Avec les collègues d'MSF, avec les collègues de Médecins du Monde et avec tout le tissu associatif qui existe, on a essayé de trouver des solutions qui puissent s'adapter et des solutions qui puissent être réelles par rapport à la situation de vie des gens. Heureusement, pour cette famille, on n'a eu que 5 personnes qui ont été touchées, mais on a essayé de créer au sein de cette cellule familiale une espèce de cloche. Ça allait jusqu'à le transport d'aliments, de denrées alimentaires, l'accompagnement médical au sein du foyer. L'étape d'après, la vaccination. Toute cette population qui a été pendant des années et des années oubliée des politiques publiques, oubliée des politiques de santé publique, se retrouve naturellement défiante. Quand vous n'avez pas de médecin généraliste qui explique ce que c'est qu'un vaccin et qui donne cette pédagogie, vous avez des gens qui voient arriver des associations comme la nôtre ou d'autres qui se disent « mais pourquoi vous insistez tant pour qu'on puisse se faire vacciner alors que pendant des années et des années, on a été oublié des politiques publiques ?» Malheureusement, le résultat est là, et le résultat est que si on n'essaye pas avec des acteurs, et je remercie Mme Métra que j'ai pu voir ici, qui nous avait accompagnés sur l'ouverture d'un centre dans le 15e arrondissement, donc Mme Métra qui est la présidente du Conseil de l'Ordre des médecins, si les acteurs que sont la PHM, l'ARS, les acteurs institutionnels et les acteurs locaux ne s'entraident pas pour pouvoir essayer de rattraper cette inégalité, parce qu'on est quand même, alors je ne sais pas si le chiffre a évolué, on est quand même sur 28% de l'offre médicale dans ce secteur-là. 28%, ce qui veut dire que dès le départ, on part avec un déficit. Et il faut une politique volontariste. J'ouvre une parenthèse et je ferme aussitôt. Là où j'ai rejoint le conseil communal en santé, et je me tourne vers toi, Michel, c'est pour accompagner ces politiques. On sait que la mairie n'a pas des moyens pour mener une politique majeure en santé publique, mais vous pouvez compter sur des acteurs issus du terrain pour pouvoir proposer, innover et faire en sorte que, avec l'appui de la mairie, avec l'appui des différentes institutions que sont la PHM, qu'on puisse éventuellement demander, comme l'a fait monsieur le maire autour des écoles, qu'on puisse demander des moyens supplémentaires et accompagner des acteurs qui sont déjà, je pense au Château en Santé, je pense à l'Espace Santé aussi, qui sont dans le 15e arrondissement. Merci. Merci, Aziz. Merci. Merci beaucoup pour vos témoignages, vos retours d'expérience, vos analyses.